Mon père est la seule personne que je connaisse qui ait pris parti pour le propriétaire d'Enran. Quand nous écoutions la bande originale de la comédie musicale dans le salon de notre banlieue, il disait souvent : « Ces jeunes doivent payer leur loyer. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, tout le temps. Mais ce sont des artistes, disais-je. Et ils vivent avec le sida. » À l'époque, collégienne à Wilmette, dans l'Illinois, je ne connaissais rien au métier d'artiste ni à la vie avec le sida. Mais j'adorais ces personnages queers et activistes, si exotiques par rapport à mes parents traditionnels du Midwest. Mon père secouait la tête. Il dirigeait une agence de gestion immobilière et était lui-même propriétaire. Il valorisait le devoir, travaillait tard chaque soir, était président de notre synagogue, arrosait fidèlement le jardin de ma mère et nous préparait des pancakes le week-end pour qu'elle puisse faire la grasse matinée. Il portait des couleurs pratiques comme le beige et n'avait aucune patience pour les bohémiens complaisants. Mais je n'ai jamais renoncé à mon rêve de collégienne, devenir comme les artistes de rang. À 18 ans, j'ai quitté l'Illinois pour une école d'art sur la côte Est. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que j'étais bisexuelle, me couper les cheveux très courts et me faire 4 piercings. Même si mon père avait menacé de ne pas payer mon mariage si j'altérais le corps que Dieu m'avait donné. Je n'ai pas pris la peine de faire mon coming out auprès de lui, car je savais qu'il ne comprendrait pas. De plus, son ultimatum ne m'intimidait pas. Ma nouvelle bande d'amis féministes et queer riait à l'idée de noces traditionnelles. Nous restions éveillés tard à planifier nos futurs alternatifs, qui n'incluaient ni maison avec des barrières blanches, ni serviettes de bain. Monsieur et madame, ni transport d'enfants en SUV. Nous ferions de l'art, participerions à des manifestations et créerions nos propres styles de relations et rôles de genre. C'est aussi à l'université que j'ai rencontré Caleb. Un jour, il s'est assis à côté de moi dans le salon de la résidence alors que je faisais mes devoirs d'art et m'a demandé s'il pouvait dessiner avec mes pastels. C'était un homme hétérosexuel, mais je l'appréciais parce qu'il était artiste et très à l'écoute. Nous sommes rapidement tombés amoureux, avons été ensemble pendant toutes nos études, puis nous nous sommes installés ensemble. 4 ans plus tard, alors que nous plions du linge dans notre appartement de Boston, Caleb m'a demandé si nous devions commencer à parler mariage. Qu'attendions-nous ? Je me suis figée. Je savais ce que j'attendais. Sortir avec un homme hétérosexuel était une chose, mais se marier me donnait l'impression de monter sur un escalator. Une voie étroite et à sens unique vers le mariage, la maison de banlieue, les enfants, la mort. La vie, en somme, qu'avaient mes parents. Mes cheveux avaient repoussé. Je n'avais pas fait d'art depuis un moment. Je n'étais pas Maureen, la performeuse bisexuelle radicale de rang. J'ai demandé à Caleb si nous pouvions mettre la conversation sur le mariage en pause pour le moment. Quelques mois après avoir esquivé la proposition de Caleb, alors que je déverrouillais mon vélo devant notre appartement, ma mère m'a appelée. Sans prévenir, elle a dit : « Ton père est bisexuel. Il me quitte pour être avec des hommes. » Je me suis effondrée sur le bord du trottoir. Les mains tremblantes, j'ai appelé mon père. Il a parlé lentement, expliquant qu'il était août avant d'épouser ma mère et qu'il avait fréquenté des hommes et des femmes, mais qu'il était retourné dans le placard après leur mariage. Aujourd'hui, à 65 ans, il n'en pouvait plus. Il a dit qu'il se sentait mort à l'intérieur. Mon père était queer, et mes parents se séparaient, au moment même où Caleb parlait de se marier. Avant que mon père et moi ne nous disions au revoir, je lui ai dit que moi aussi, j'étais bisexuelle. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que j'avais désespérément besoin de plus de réponses de sa part. Qui était-il ? Un signal d'alarme sur ce qui arrive aux personnes queer dans les mariages hétérosexuels ? Étais-je destinée à être comme lui ? Quelques jours plus tard, j'ai pris l'avion pour retourner dans l'Illinois. Le lendemain matin de mon arrivée dans la maison de mon enfance, j'ai interrompu mon père alors qu'il lisait le journal. Il faisait une pause dans ses cartons alors qu'il se préparait à déménager. Je lui ai demandé si nous pouvions avoir une discussion gaie sur la balancelle du Porsche. Tandis que nous nous balancions doucement, j'ai demandé : « Combien de temps après ton mariage as-tu réalisé que tu avais fait une grosse erreur ? À quel point t'es-tu senti réprimé en menant une vie hétérosexuelle en banlieue ? Penses-tu que Caleb et moi pouvons y arriver ? » Il a soupiré. Parlant à voix basse, il a raconté comment il avait dû faire face à l'opposition de ses amis gays lorsqu'il avait décidé d'épouser une femme. Mais pour lui, il s'agissait toujours de l'individu, pas du genre. Il a insisté sur le fait qu'il avait aimé ma mère, qu'il était attiré par elle,
et qu'il avait pensé qu'ils resteraient ensemble pour toujours. Aujourd'hui, de nombreux facteurs différents motivaient leur divorce. Je pourrais finir par sortir avec un autre homme ou avec une femme, a-t-il dit. Je ne sais pas. Je sais juste que j'ai besoin d'être seule pendant un moment. Cela semblait trop confus. Donc ce n'est pas parce que tu es gay. C'est juste un divorce normal. Il a répondu qu'il ne pouvait pas répondre. Je suis repartie chez moi profondément insatisfaite. Si mes parents se séparaient comme le font souvent les couples, alors cela ne présageait rien pour Caleb et moi. Mais s'ils divorçaient parce que mon père était bisexuel, alors peut-être étions-nous condamnés. Au cours de l'année suivante, alors que ma famille s'émiettait et se transformait, je suis souvent retournée dans l'Illinois. À chaque voyage, je remarquais ce qui manquait nos dîners de Shabbat hebdomadaires, nos célébrations de fêtes, la maison de mon enfance. Mais je remarquais aussi ce qui était nouvellement présent des aspects de mon père que je n'avais jamais vus auparavant. D'abord, ce furent les chaussettes fluo. Un tiroir entier rempli dans son nouvel appartement de Chicago. Lors de mon voyage suivant, il portait un débardeur orange vif. Il gardait ses polos beiges et ses chemises habillées dans un coin de son placard, mais il se retrouvait écrasé derrière des manches courtes plus tropicales. Les changements étaient plus qu'esthétiques. Il riait davantage. Il s'est constitué un cercle d'amis qui lui était propre, et pas seulement les maris des amis de ma mère. Il lui a fallu du temps, mais il a fini par vendre sa société de gestion immobilière. Entre mes voyages, nos appels téléphoniques qui duraient autrefois 5 minutes sont passés à 45 minutes, alors que nous discutions de ses nouveaux copains et de ses sorties nocturnes à Boys Town, à Chicago, le plus vieux quartier gay officiellement reconnu d'Amérique. Il m'a parlé de ses années vécues pendant la crise du sida et des funérailles d'amis auxquelles il avait assisté. Le père qui partait tôt au travail et rentrait tard, qui me disait « Travaille dur » et « Va dormir » et ne se souvenait pas du nom de mes amis, était lentement remplacé par un père qui se confiait à moi et me permettait de me confier à lui. La pression de cacher sa sexualité l'avait amené à cacher d'autres besoins également. Il s'était entièrement soumis aux attentes et aux exigences de sa communauté, de sa femme et de ses enfants. Travailler de longues heures, expliquait-il, était devenu un moyen d'éviter de se confronter à ses propres désirs. Je devais prendre sur moi et dire ça va. Il suffit de faire bonne figure, a-t-il déclaré. La plupart des gens ne veulent pas savoir comment on va vraiment. Lors de mon dernier séjour chez mon père à Chicago, j'ai été surprise de voir qu'il exposait toujours sur sa cheminée une photo de sa séance d'engagement avec ma mère. Ils étaient à peine plus âgés que je ne le suis aujourd'hui. Il embrassait sa joue alors qu'elle riait. De nos jours, mes parents sont rarement dans la même pièce, et leurs tensions ainsi que leurs chagrins sont palpables les rares fois où ils le sont. Pourtant, en regardant cette photo, j'ai vu deux êtres humains qui étaient si clairement amoureux. Peu après ce voyage, j'ai demandé Caleb en mariage devant notre ancienne résidence universitaire. Je ne pouvais pas être certaine que lui et moi aurions un destin différent de celui de mes parents, mais j'ai décidé de faire ma demande quand même, parce que je pensais que c'était possible. Je n'étais pas Maureen Durand, mais je n'étais pas non plus mon père. J'étais out, auprès de Caleb, de ma famille et de mes amis. J'ai rasé une partie de mes cheveux pour faire un side undercut. Au travail, je dirigeais l'Alliance Gay Hétéro. J'ai rejoint la communauté juive la plus queer que j'ai pu trouver. Pour notre mariage, Caleb et moi avons conçu nos propres motifs et textiles, avons fait une performance en drague et organisé un défilé de mode. Par certains côtés, lui et moi étions conventionnels, et par d'autres, nous ne l'étions pas. Parfois, je me demande ce que mon père pensait vraiment quand j'écoutais la bande originale de Ran, avec lui quand j'étais enfant. Regrettait-il la vie qu'il aurait pu mener? S'il avait été de ma génération, aurait-il fait les mêmes choix que moi? À quoi aurait ressemblé notre relation à l'époque s'il avait pu être pleinement lui-même? Je l'aimais en beige, mais je l'aime davantage en couleur.